Et puis surtout qu'on vous a demandé de venir pour parler d'un sujet qui fait fuir en général très facilement, le sujet de l'âge. Vieillir, c'est un truc qui vraiment... d'ailleurs, j'ai eu une personne que j'avais contactée qui m'a dit « Non mais ça ne me branche pas du tout, le thème... Bon. » Je suis habituée puisqu'on se connaît déjà, on a déjà organisé une conférence à Rochefort en 2015 dans le cadre intersyndical retraité. Donc j'ai le plaisir de vous présenter M. Billet, qui est sociologue à Poitiers et qui nous a déjà vraiment passionnés lors de cette rencontre. Donc comme il m'avait semblé que c'était un peu dur la vie en ce moment pour beaucoup et aussi pour les retraités, peut-être qu'il serait temps de parler du sujet, de voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Voilà, puisque M. Billet est spécialiste des questions de vieillissement. Le thème de cette conférence à Rochefort, c'était à propos de la loi de l'adaptation de la société au vieillissement que le président Hollande avait mis en chantier lors de son quinquennat, qui répond à une demande. Bon, on sait que c'est réellement un problème, hein, mais il s'avérait que la montagne a accouché d'une souris qui s'est heurtée au problème de financement de la CASA. Et puis, on va dire qu'il y avait une bonne volonté générale, mais c'est tout. Le reste, la réalisation, c'était absolument... et ça nous a quand même mené en réflexion au niveau des syndicats pendant à peu près tout le quinquennat. On a réussi à nous balader comme ça. Ça, c'était le quinquennat Hollande. Le précédent locataire, M. Sarkozy, c'était aussi pour plancher sur la question, comme quoi c'est quand même quelque chose qui intéresse, qui est important. Alors lui, il l'avait fait à sa manière, c'est-à-dire en proposant une assurance, par le rapport Rousseau-Debord, une assurance privée obligatoire à partir de 50 ans, c'est-à-dire que ça réduit le problème de l'âge à on va devenir dépendant et à on va gagner du pognon là-dessus. En gros, je résume un peu, mais c'est quand même l'essentiel du truc. Alors là, maintenant que nous avons un nouveau jupitérien et jeune locataire, qu'allait-il nous proposer ? Eh bien, rien. Pour l'instant, rien. À croire que les vieux, ça n'existe pas dans un monde moderne. On ne doit pas vieillir. À mon avis, je le vois bien comme ça. Enfin, j'exagère un peu parce qu'il a quand même eu une réponse inédite et extrêmement étonnante qui s'appuyait sur la question de il faut être solidaire. Vous avez eu la chance de travailler tout le temps, et bien maintenant, il faudrait peut-être payer quand même. Hein. Vous n'avez pas beaucoup, c'est pas grave. On prend tout, même un petit peu, c'est pas important. Donc ça se résumait encore à ça. Encore une question qui se résume à peu de choses. Mais du coup, là, les dits retraités ont réagi et fort. La manifestation du 15 mars ont été extrêmement fortes, très suivies dans toute la France. Et on a senti, nous on était à Rochefort, on a senti quand même que là, les bornes avaient été dépassées, que c'était plus que de la colère même. Hein. C'est un petit peu violent. Parce que c'est une manière de se moquer du monde, quoi, de nous prendre vraiment pour des imbéciles. Donc voilà, on s'est dit que ça suffit. On n'est pas forcément une charge, on n'est pas forcément un problème. On est aussi signe qu'il y a eu du progrès dans la société. Donc nous avons des droits acquis, conquis par des luttes, et on n'allait pas les transformer en allocation pré-mortem, ce qui serait un doux rêve libéral, 500 € jusqu'à la mort, qu'on programmera, peut-être on ne sait pas, enfin on verra. Bon, tout le monde est concerné par la question des retraites, et ceux qui nous suivent, peut-être encore plus que nous, parce que nous, on a déjà entamé le fait d'en profiter. Donc, on voit que la question du vieillissement de la population est complexe, et qu'elle mérite une approche sérieuse, même si ce genre d'approche ne semble pas à l'ordre du jour en ce moment, mais pour nous, la réflexion précède l'action. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que vous pouvez demander à M. Billet de nous éclairer sur tous les aspects de la question. Et je fais attention à ne pas dire le problème. C'est toujours considéré comme un problème. Voilà, donc voilà. Eh bien, merci. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous.
Vieillir dans la société française contemporaine. Eh bien, écoutez, il va falloir s'y atteler. Il n'est pas sûr qu'on puisse le faire très longtemps. Je commence exprès mon propos par des phrases un peu alarmantes, mais, vieillir dans la société française contemporaine, comment allons-nous pouvoir nous y prendre, puisque nous avons à vieillir dans une société, dans un contexte qui construit désormais notre avancée en âge, personnelle et collective, sur, au fond, 3 registres. Le premier, c'est un problème, Daniel vient d'y faire allusion, mais j'y reviens dans un instant, un problème, une maladie, un délit. J'exagère un peu, je force un petit peu, et encore, je ne suis pas sûr d'exagérer. Alors, allons-y. Un problème, eh bien, c'est bien connu, le problème du vieillissement. Le problème du vieillissement de la population. 1918, Alfred Sauvy donne une conférence devant ce qu'on appelait à l'époque la Société de statistique de Paris, qui allait devenir l'Institut national des études des statistiques, études démographiques, etc. Donc, il donne une conférence au cours de laquelle il veut alerter sur l'idée que il se pourrait qu'au cours du XXe siècle, on est en 1918, d'accord ? Pardon, en 1928, excusez-moi, on est en 1928, excusez-moi, il se pourrait qu'au cours du XXe siècle, l'espérance de vie augmente. Et du coup, si l'espérance de vie augmente, il se pourrait que l'augmentation de l'espérance de vie pose des questions qu'il faudrait traiter. Bien. Alors, 1928, il lui était difficile de deviner que quelques années plus tard, une nouvelle guerre exploserait. Et qu'après cette guerre de 39-45, d'autres suivraient. Parce qu'on ne parle plus jamais de la guerre d'Indochine, on ne parle plus jamais de la guerre d'Algérie, mais enfin, nos familles aux uns et aux autres ont pourtant été, nos vies familiales ont pourtant été scandées, marquées par le départ de tel ou tel en Indochine, qui ne l'avait pas forcément choisi, ou le départ de tel ou tel en Algérie, qui ne l'avait pas choisi non plus, et puis, enfin, et je ne parle pas de l'extraordinaire vague d'immigration que ces conflits-là ont engendré, mais il convient de ne pas en parler, parce que en parler exigerait qu'on prenne en compte les situations. Bref. Donc, 1928. Qu'est-ce qui restera de ces propos d'Alfred Sauvy ? Eh bien, il restera une interprétation un peu tordue, un peu abusive de son propos. Il nous disait à l'époque que si nous ne prenions pas en compte correctement cette éventuelle augmentation de l'espérance de vie, eh bien, cela finirait par poser problème. Bien. Et on a retenu le problème du vieillissement de la population. Dans une espèce d'effort synthétique absolument extraordinaire, on a construit le problème du vieillissement de la population. Ce qui fait que, presque un siècle après, pas tout à fait, presque un siècle après, eh bien, ce problème nous est donné comme une vérité, un état de fait, comme quelque chose à côté duquel il n'est pas question de passer. Le problème du vieillissement. Alors, je vais faire un peu de caricature, mais comme on a peu de temps, ça permet d'aller vite. Au téléphone sonne ce soir, hein, vous avez bien compris, je ne vise pas spécialement cette émission-là, qui est plutôt meilleure que beaucoup d'autres, donc certainement pas, mais allez, au téléphone sonne ce soir, le problème du vieillissement. Et quand c'est donné comme cela, évidemment, qui viendra dire que ce vieillissement n'est peut-être pas un problème, mais peut-être une chance. Oh, alors là, une chance. Oui. Quand j'ai sorti mon premier bouquin en 2000,
4, je l'ai intitulé « La chance de vieillir ». Eh bien, j'ai mis 1 an et demi à trouver un éditeur, parce que on me disait, sur le contenu, oui, mais le titre, voilà, le titre, insupportable, la chance de vieillir, peu importe. Donc, au téléphone sonne ce soir, et pour répondre aux questions des auditeurs, je recevrai le docteur Intel, le professeur Machin, et encore 2 ou 3 médecins. Qu'est-ce que c'est qu'un problème devenu spécialité médicale ? Ça s'appelle une maladie. Nous sommes en train de construire la vieillesse comme une maladie, de la même manière que, après avoir découpé, séquencé la vie d'une personne en une multitude de séquences, chacune de ces séquences est devenue spécialité médicale. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais la grossesse est une spécialité médicale dont le spécialiste est le gynécologue. L'accouchement, une spécialité médicale dont le spécialiste est l'obstétricien. L'enfance, une maladie dont le spécialiste est le pédiatre. L'adolescence, une maladie dont le spécialiste est le pédopsie, parce qu'en plus, les ados sont un peu barges, donc il faut absolument un psy pour... Et on peut continuer comme ça. La vieillesse est devenue une maladie dont le spécialiste est le gériatre. Quand le gamin grandit, vous avez une armée de psychologues qui sont là avec des batteries de tests pour évaluer l'acquisition de son autonomie, et déjà une armée de gérontologues avec des batteries de tests qu'on appelle grille agir et autres inventions sordides me guettent pour évaluer ma perte d'autonomie. Ficelé, terminé. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'être invité à un colloque international formidable à Paris, et je me trouve à côté d'un médecin gériatre américain que personnellement je ne connaissais pas, mais je n'avais pas non plus de raison particulière de le connaître, mais qui semble être de très grande réputation, et qui nous explique qu'en venant en France, il s'attendait bien à trouver quelques psychologues ou sociologues ou gérontologues un peu demeurés. Ça, c'est la traduction de l'interprète, hein, un peu demeurés, pour résister à l'idée que la vieillesse soit une maladie. Pourtant, nous explique-t-il, il faudra bien vous y faire. Ah bon ? Il faudra bien vous y faire. La vieillesse est une maladie comme le sida. On n'en meurt pas, mais elle fait le lit des maladies opportunes dont on mourra. Et moi, j'espérais mourir de vieillesse. Moi. Mais non, on en meurt encore un peu, mais bientôt on n'en mourra plus, puisque l'extraordinaire homme prolongé que nous prépare alors je cherche le nom de Pardon ? Le transhumanisme, merci beaucoup. L'extraordinaire homme prolongé que nous prépare le transhumanisme, évidemment, nous évitera de mourir, et que désormais ce qui est en ligne de mire, ce n'est plus ma mort, mais, je cite, la mort de la mort. Tapez sur Internet et la mort est en train de mourir. La mort de la mort est bientôt... Et on voit des questions qui s'ouvrent. Jusqu'à quel âge pourrait-on vivre ? 140, 160, 340, 350, allez, pourquoi pas ? Plus raisonnablement, on nous dit, par exemple, une fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Alors, moi, je commence par le prendre du bon côté, en me disant, pourquoi pas, c'est sympa, après tout. Si mes petits-enfants deviennent centenaires, moi, je ne peux que... Et je ne serai plus là pour le voir, hein, mais je ne peux... Encore que le transhumanisme est dans, finalement... Bref, vous voyez, ça y est, on est parti dans du délire, là. Une fille sur 2 qui naît aujourd'hui sera centenaire. Je veux bien, mais qu'est-ce qui fait que l'espérance de vie a tellement augmenté ?
au cours de la seconde moitié du XXe siècle. C'est que, oui, les guerres ont tué moins que si elles avaient tué plus. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'elles n'ont pas tué. En tout cas, elles ont tué moins de nos concitoyens. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas tué d'autres. Mais moins de nos concitoyens que n'avaient fait les guerres précédentes. Bon, d'accord. Alors, il y a eu une d'extraordinaire au pluriel avancée des pratiques médicales qui font que nous avons cessé de mourir jeunes. Et que du coup, nous avons pu vieillir. Parce que la cause principale de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est la réduction de la mortalité infantile. C'est parce que nous ne sommes pas morts jeunes que nous vieillissons. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Bon, donc, formidable transformation des pratiques médicales. Et puis, formidable transformation des pratiques de soins. L'accès à l'hygiène, certainement plus que, ou en tout cas de manière différente, et peut-être plus favorable. Transformation des pratiques alimentaires. Alors, vous voyez, une fille sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. Oui, si McDo lui fout la paix, si Coca-Cola cesse de l'empoisonner, si, etc. Et si... Alors, oui, évidemment, une fille qui naît dans ces cas-là, oui, si la famille dans laquelle elle vient au monde, elle est élevée, etc., si cet ensemble familial a des moyens financiers suffisants pour accéder à une alimentation de qualité, etc. Si le niveau culturel dans lequel est suffisant pour que... Et puis, si l'air qu'on respire, si les ondes de ces petits appareils sympathiques là ne continuent pas trop à envahir, mais quand vous pensez qu'un gamin va à l'école dans une classe où il y a 30 gamins et qu'il y a potentiellement dans cette classe 30 téléphones portables, eh ben, les ondes électromagnétiques, elles sont... D'accord ? Et puis un peu après, il ira à la fac, et dans un amphi... Enfin non, il n'ira pas à la fac, parce que les cours seront sur Internet. Bah voyons, d'accord ? Mais autrement, dans l'amphi, 500 téléphones portables, etc. Donc, les ondes électromagnétiques, quand même. Et puis allez donc expliquer au Japon, aujourd'hui, pourtant, l'avancée en âge de la population japonaise était extrêmement comparable à l'avancée en âge de la population française, voire légèrement plus favorable encore. Allez donc expliquer au Japon que l'espérance de vie, après Fukushima, d'accord, vous allez vous faire sortir, parce que l'espérance de vie... Bon, et puis, l'espérance de vie, elle a augmenté à cause des améliorations, des transformations extraordinaires des conditions de travail au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Bien, est-ce qu'aujourd'hui les conditions de travail s'améliorent ? Si on regarde le poids d'un sac de ciment, oui, elle s'améliore. Ça pesait 50 kilos quand j'étais gamin et que je commençais à travailler, moi, chez un artisan maçon. D'accord. Aujourd'hui, 35, 40 kilos selon... Bon, c'est beaucoup mieux pour nos colonnes vertébrales. Oui, mais comment se fait-il qu'avec l'amélioration des conditions de travail, il n'y ait jamais eu autant de burn-out, d'usure professionnelle, de drame? Eh bien, c'est que les conditions du travail physique, du travail de force, comme on dit, se sont sans doute améliorées, et puis on pourrait y regarder de plus près encore. Hein. Mais à côté de ça, les conditions de travail se sont incroyablement détériorées. Par exemple, le fait de travailler en open space, c'est très à la mode, bien sûr, mais en quoi est-ce que ça constitue une amélioration des conditions de travail ?
Eh ben, non. Travailler sous surveillance constante, continue, etc., etc. Conditions de travail, et puis la pression, et puis le travail. Alors, si vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche, c'est que vous n'avez rien compris. Et puis, mais allez, amélioration des conditions de travail, certainement. Eh bien, toutes ces choses-là sont en question. Alors, est-ce que c'est vrai qu'une fille sur deux qui naît aujourd'hui deviendra centenaire? Alors, les statisticiens, pour ne pas prendre de risques, ajoutent « toutes choses étant égales par ailleurs, et nonobstant toutes choses contraires ». Comme ça, voilà. Alors, évidemment, globalement, la société française actuellement a gagné de l'espérance de vie et continue à en gagner. Ce à quoi il faut ajouter l'espérance de vie en bonne santé. Lorsque l'espérance de vie augmente, c'est l'espérance de vie en bonne santé qui augmente. Autrement, l'espérance de vie malade, on sait bien comment elle se termine, d'accord? Donc, l'espérance de vie en bonne santé. Évidemment, si j'étais banquier, je ne tiendrais pas ce genre de discours, parce que si je vous explique que c'est l'espérance de vie en bonne santé qui augmente, ben vous n'avez pas besoin de l'assurance dépendance que je vous propose. Donc, augmentation de l'espérance de vie, bref. L'avancée en âge nous est donnée comme un problème. L'avancée en âge nous est donnée comme un délit, nous est donnée comme une maladie. Troisième point, elle nous est donnée comme un délit dont se rendent coupables tous ces salauds de vieux qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter du pognon. Il y a 2 ans, 3 ans maintenant, dans un EHPAD, vous savez qu'il n'y a plus de maisons de retraite en France, elles ont été remplacées par les EHPAD, mais il y a toujours des vieux dedans. Donc dans un EHPAD, une dame âgée de 93 ou 94 ans, je la rencontre, on se dit bonjour, on se parle un peu, et puis elle me dit « Que voulez-vous ? C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. » Voilà. 93 ans, elle a parfaitement intégré la culpabilité attachée au délit dont elle est coupable d'être encore en vie. Elle a conscience de coûter à la collectivité, à ses enfants, éventuellement à ses petits-enfants, en tout cas à sa famille. Elle est en EHPAD et elle peut être en EHPAD grâce à l'aide sociale, grâce à... Voilà. C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. Et ben voilà. Vieillir dans la société française contemporaine, c'est devoir relever cette espèce de défi continu qui consiste à être soumis à ce regard que la société porte sur l'avancée en âge et qui nous amène, qui nous invite, qui nous incite à considérer la vieillesse comme un problème, comme une maladie qu'il faut éradiquer. Il existe en France aujourd'hui 6 universités, facultés de médecine qui décernent des diplômes de médecine anti-âge. Des diplômes de médecine anti-âge. Que le parfumeur du coin me vende une crème anti-rides ou une crème anti-âge, déjà, on y a cru. On les a achetés. On en achète encore. Hein, mais qu'un parfumeur, que l'industrie cosmétique nous vende des shampoings anti-âge, des crèmes pour les ongles anti-âge. Hein,
crème pour les ongles. Débordez pas trop, hein, parce que on sait jamais. Des crèmes pour les ongles, des crèmes anti-âge pour les filles, pour les filles, parce que les garçons, dispensés, nous, hein, pour les filles à partir de 12 ans, parce que je le vaux bien. Non, mais vous vous rendez compte? Bref, alors, que l'industrie cosmétique nous vende des produits, allez, on se fait rouler dans la farine, mais que la médecine dispense des diplômes de médecine anti-âge. Mais ça en dit long sur... Ça veut dire qu'après la crème anti-rides, on a eu la crème anti-âge, et après la crème anti-âge, eh bien, la crème anti-vieux. C'est-à-dire, c'est la crème, le produit qui permettra aux vieux de pas être vieux. De mourir. Ah, et révision des lois bioéthiques, c'est exactement ce qui est en question aujourd'hui. Est-ce que vivre dépendant, c'est encore vivre? On voit de plus en plus dans la littérature gérontologique aux États-Unis, en France également, au Canada et en France, on voit de plus en plus s'infiltrer l'idée qu'il conviendrait de distinguer entre la personne humaine et le sujet humain. Ah, alors, on est tous entre l'être humain et la personne humaine. Le sujet, c'est encore autre chose. L'être humain et la personne humaine. Alors, on est tous des êtres humains, hein? Tous. Tous. Mais, est-ce qu'on est tous des personnes humaines? C'est-à-dire, est-ce qu'un malade d'Alzheimer qui est complètement barré, est-ce que c'est encore une personne? Est-ce qu'un malade grabataire qui ne peut plus se lever, qui ne peut plus bouger, qui parle, qui peut-être même ne parle plus, qui comprend à moitié, est-ce que c'est encore une personne? Ah. Alors, ce sont des êtres humains, hein? Ah bon, oui, oui, oui. Mais si c'est plus des personnes, alors si c'est encore des êtres humains, on leur doit quand même une certaine prise en considération. Mais si c'est plus des personnes, est-ce que ce sont encore des êtres vivants? Qu'est-ce que c'est que vivre? Voilà les questions que la société française contemporaine nous amène à ouvrir à propos de cette avancée en âge. Un problème, une maladie, un délit dont se rendre coupable, avec l'idée que, du coup, on a le droit de vieillir à une condition: rester jeune. Ça peut paraître absurde tel que je le dis. Je fais exprès de le formuler comme ça, parce que, regardez, écoutez, lisez tout ce qui circule dans cette société contemporaine où nous sommes. Regardez, on a le droit de vieillir à condition de rester jeune. Alors, qu'est-ce que c'est rester jeune? D'abord, actif. Il y a deux grandes catégories d'individus parmi nos concitoyens, c'est bien connu, les actifs et les inactifs. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'agenda des retraités? Votre agenda? D'accord? Voilà. Inactif? Mais alors, si les retraités sont inactifs, ils ne s'occupent plus des associations, ils ne s'occupent plus de politique, ils ne s'occupent plus d'engagement syndical, ils ne s'occupent plus d'environnement, ils ne s'occupent plus de culture, ils ne s'occupent plus de spiritualité, ils ne s'occupent plus... Terminé! D'accord? Alors on enlève les retraités de toutes les associations, de tous les organismes, etc., qui
inactifs, eh bien, tout ça s'effondre, y compris la vie associative et l'emploi dont elle est porteuse. Cette vie associative qui est porteuse d'emploi de façon absolument inimaginable, notamment dans le monde du social et médico-social, mais pas que, dans cet univers-là. Donc, les actifs, les inactifs. Et on a le culot de dire inactifs retraités. Retraités. Mais comment se fait-il qu'on accepte, moi y compris, comment se fait-il que nous acceptions de nous faire dénommer de la sorte, retraité? Participe passé du verbe retraité. Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, je suis un participe passé. Voilà. Objet d'un retraitement. Énième retraitement. Toute notre vie, nous avons fait l'objet d'un retraitement. Souvenez-vous, le séquençage dont je parlais tout à l'heure, il fait l'objet d'une spécialité médicale, mais bien au-delà, il fait l'objet d'un traitement, alors, médical, médico-social, social. Alors, l'enfant qui vient au monde, il fait l'objet d'un traitement médico, machin chose, d'accord? Puis, il va à l'école, il est traité sur le mode de la scolarisation. Puis, il va passer au collège, il est retraité sur le mode de la scolarisation. Puis, il va passer au lycée, il est retraité, déjà. Puis, il va passer à la formation professionnelle, il est retraité sur le mode de la formation, ou à l'université, il est retraité sur le mode de... Et puis, il va trouver, après peut-être quelques années de galère, mais il va trouver un emploi. Il est retraité sur le mode du salariat, de la mise au travail. Et puis, il va être licencié, il est retraité sur le mode du chômage, objet de traitement, retraitement, traitement, retraitement, retraitement. Voilà. Et puis, un jour, on nous dit « Oh, t'as quel âge, toi ?» Plan des seniors dans l'emploi, de maintien des seniors dans l'emploi. Voyons, et vous voilà retraité sur le mode de la senioritude. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? D'accord? Alors, parce que l'entreprise va pouvoir y gagner un peu, ou y perdre moins, on va maintenir le senior dans l'emploi jusqu'à ce qu'on puisse enfin s'en débarrasser en le mettant à la retraite, et on en profitera pour ne pas renouveler les départs à la retraite ou les départs naturels, etc. Bon, d'accord. Allez, retraitement, une nouvelle fois, vous voilà traité, retraité, retraité, retraité. Et puis, alors, vous êtes traité sur le mode de l'inactivité, c'est bien connu, d'accord? Et puis, bientôt, vous allez prendre quelques années de plus, je vais prendre quelques années de plus, et je serai traité, retraité, sur le mode médico-social, parce qu'il va falloir qu'un service de maintien à domicile vienne m'emmerder. Maintien à domicile. Non mais, vous vous rendez compte? Au lieu de venir me soutenir à domicile, ça fait rien, on y va, d'accord? Et puis si ça marche pas, on va envisager mon placement en EHPAD. Mon placement. Mais enfin, mais où sommes-nous? Que l'on envisage que je sois accueilli en EHPAD. Bon, allez, peut-être, mais placé. Enfin, d'accord? Mais vous voyez, objet de placement, objet de traitement, retraitement, tout le temps. Alors, placé en EHPAD, et puis, quelle que soit la manière dont ça se passera, partout, prise en charge, en charge, en charge. Les vieux sont une charge. C'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Si les vieux n'étaient pas là, il y aurait quelques centaines de milliers d'emplois qui, d'un seul coup, seraient supprimés. Si les vieux arrêtent d'aller en EHPAD,
arrête de se faire soutenir à domicile, arrête de se faire soigner. L'industrie pharmaceutique s'effondre, terminé, d'accord? Mais ça fait rien. On nous fait croire que les vieux sont une charge. Et le pire, c'est que nous adhérons, plus ou moins, mais nous adhérons, nous ne nous défendons pas à propos de ces 1000 manières de penser la vieillesse, 1000 manières détectables dans la manière dont nous parlons de la vieillesse. J'aime bien essayer de promouvoir l'idée que c'est la langue que je parle qui fait ma pensée. Donc, évidemment, nous pouvons vivre sur l'idée d'une maîtrise. Moi, je maîtrise la langue, ben voyons. C'est la langue qui me fait penser. Et dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas toujours vrai, la pensée précède l'action. Autrement dit, la langue qui me fait penser me fait agir. Donc si je parle de maintien à domicile, mais après, je peux vous jouer le violon de l'autonomie. C'est foutu. L'autonomie, elle est morte dès l'instant où j'ai pensé maintien. En revanche, si j'ai pensé soutien, alors là, peut-être que l'autonomie, au sens de la faculté que la personne a de décider pour elle-même, s'agissant de sa vie, alors là, peut-être que cette autonomie n'est pas complètement... Vous voyez? Alors c'est pareil pour là, j'ai pris l'exemple du maintien, mais on peut dire la même chose à propos de l'entrée en établissement. Si c'est un placement, on pourra toujours me dire après, c'est foutu, c'est joué d'avance, quoi. Vous voyez? Et là, il me semble qu'il nous faut être extrêmement attentifs à l'évolution du vocabulaire. Ce vocabulaire évolue très vite et on voit apparaître de temps en temps des mots qui font partie de ce qu'on peut appeler la novlangue, cette espèce de manière de parler pour ne pas dire grand-chose, éventuellement même pour ne rien dire, mais encore que. Alors, ça m'évoque ce sketch de Raymond DeVos auquel on devrait se référer plus souvent, souvenez-vous, mais moi, c'est pas parce que j'ai rien à dire que je vais fermer ma gueule. Voilà. Moi, quand j'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Voilà. Eh bien, il y a un certain nombre de discours politiques, politico-administratifs, technocratiques, qui consistent exactement à développer un discours pour mettre une pièce au trou, mais faire croire que l'on fait et surtout ne rien faire. Et du coup, ça va déterminer une certaine manière de penser et d'agir par rapport à exemple. Je me souviens d'une des dernières réunions du conseil, comment ça s'appelait? Ça y est, je ne sais même plus, de l'ARS, de l'ARS Poitou-Charentes, à l'époque où on était avant la loi NOTRe, bref, réunion du conseil de surveillance, ça y est, du conseil de surveillance de l'ARS, conseil de surveillance. L'expression déjà est formidable. J'avais été nommé par le ministre, qui ne me connaît pas, d'accord, mais j'ai été nommé par le ministre sur suggestion du préfet, que je n'ai jamais rencontré, d'accord, mais j'ai été nommé au conseil de surveillance de l'ARS, en tant qu'expert. Voilà. Bonjour, monsieur le directeur régional, je viens vous surveiller. Vous imaginez un petit peu le truc, hein? Bon, donc, mais il existe toujours un conseil de surveillance. Hein? Bon, donc, alors je vais aux réunions du conseil de surveillance de l'ARS,
Et j'entends le directeur nous expliquer qu'il fallait que nous développions. Alors, je ne le cite pas tout à fait de manière exacte, au mot près, mais pas loin quand même. Il fallait que nous développions une attention toute particulière au projet du territoire régional. Alors déjà, ça commence bien. Projet, territoire. D'accord ? Voilà. Là, est-ce que vous n'avez pas de projet, vous ? Votre projet de vie ? Non ? Demain, je vais rentrer en EHPAD. D'accord ? Eh bien, on me dira, quel est votre projet de vie ? Non, mais... Bref, donc, au projet du territoire régional. Alors, jusque-là, on se dit, bon, ben, il doit avoir un ou deux objectifs, par exemple. Enfin, bon, projet du territoire régional. En développant une attention, une vigilance toute particulière à ne pas confondre, accrochez-vous, le territoire de soins et le territoire de santé. S'il y en a, ils confondent territoire de soins et territoire de santé. D'accord ? Vous vous rendez compte alors donc il y a des demeurés, que voulez-vous, qui confondent le territoire. Parce que sur le territoire, il va falloir penser la filière gériatrique pour organiser le parcours du patient à l'intérieur de la filière gériatrique dans le respect du projet individuel de la personne. Ça va ? Voilà. Et, alors, on parlait tout à l'heure de conférences gesticulées, avec, je ne sais plus, tel ou tel, mais on est exactement là-dedans. Parce que ces termes-là, vous pouvez les prendre dans l'autre sens, hein, ça n'a à peu près aucune importance. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir du projet de la personne au lieu de partir du projet de territoire. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et puis vous allez penser le projet de la personne pour organiser la filière gériatrique. La filière. On ne sait déjà pas quoi faire de la filière bovine. Ça y est, on a la filière gériatrique maintenant. Vous vous rendez compte ? Mais, eh bien, il va falloir vieillir en inscrivant le parcours du patient, c'est-à-dire du vieux, parce qu'appelons-le à l'intérieur de la filière gériatrique sur un territoire. Voilà ce qui nous attend. D'accord ? Et si vous résistez, mais attendez, c'est que vous êtes un peu désorienté. D'accord ? Cette désorientation, évidemment, vous entraîne que... Bon, vous ne pouvez plus tout comprendre, hein ? Bon, évidemment. Mais en plus, vous êtes en train de perdre votre autonomie, puisque vous ne pouvez plus tout à fait décider pour vous-même, et puis... Allez. J'exagère à peine. Si aujourd'hui, les salariés des EHPAD, et pas que des EHPAD, parce que c'est vrai dans les services de soins ou de soutien à domicile également, si ces salariés sont tellement en difficulté, etc., c'est que c'est cet univers-là qu'on leur demande de faire vivre et de cautionner. Alors que c'est pas pour ça qu'ils sont devenus soignants, qui sont devenus animateurs, qui sont devenus auxiliaires de vie sociale, etc. Non, eux, ils sont rentrés là-dedans pour soigner des personnes. On leur demande de gérer des protocoles. Ils sont devenus auxiliaires de vie sociale pour venir me soutenir à domicile, certainement pas pour me maintenir. Oui, c'est complètement à l'envers. Mais il va falloir vieillir dans cet univers. Alors, toute cette digression, je la fais à partir, cette analyse, je la fais à partir de l'usage du mot retraité. Qu'est-ce qui se passe pour que nous acceptions d'être ainsi traités et retraités,
que nous fassions l'objet d'un traitement social et médico-social, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien parce que nous faisons objet de ce traitement que le gouvernement peut se permettre d'augmenter la contribution sociale sur nos retraites au-delà de, enfin sur nos revenus, au-delà de 1200. Ah, les Bourges, ils ont 1200 de retraite, dis donc. Vous vous rendez compte, mais et puis ils n'ont pas à se plaindre, parce que quand même, ils ont tout eu, eux. Ils ont eu du boulot, ils ont eu tout. Ben voyons, ils ont eu de l'emploi, ils ont... Ben voyons. D'accord? Aujourd'hui, parce que 1200 euros, on dit, on n'a pas touché en dessous. Oui, enfin, on n'a pas touché en dessous. Aujourd'hui en France, une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté. Une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté. Et on imagine ce que ça induit comme situation personnelle, familiale, conjugale, ou pseudo-conjugale, ou pseudo-familiale, complètement insupportable. Parce que ça veut dire qu'un certain nombre de femmes sont bien obligées de continuer à vivre en couple, parce qu'autrement, elles seraient à la rue. Donc, et on imagine que si une femme retraitée sur 2 vivant seule est au seuil de pauvreté, on imagine que chez celles qui ne vivent pas seules, le niveau de revenu est forcément... Ben voyons, d'accord, hein, et que chez celles qui vivent seules, leur ex-compagnon, conjoint, etc., lui doit être absolument friqué, bourré aux as. Ben voyons, bien sûr. Mais si c'était le cas, il lui verserait une pension alimentaire. Donc, lui, il a eu une carrière plus régulière avec moins d'interruptions. C'est pas lui qui a été enceinte et qui a accouché. Donc, c'est pas lui qui s'est arrêté de travailler pour élever les gamins. D'accord. Donc, il a eu une carrière plus régulière, une activité professionnelle plus régulière. Il a donc une retraite un peu plus enviable. Enviable. Vous avez vu? Enviable. Enfin, enviable. Même ce mot est détestable. Enfin, une retraite un peu plus correcte, allez. En plus, le salaire des hommes était globalement un peu plus élevé que celui des femmes. Donc, bon, mais si elle est au seuil de pauvreté, lui, vieillir dans la société française contemporaine, c'est vieillir dans cette réalité-là. Et puis, c'est vieillir dans des réalités qui sont extraordinairement changeantes. J'ai évoqué déjà des changements, d'une espèce d'instabilité du tissu social dans lequel nous sommes. Mais il y a des changements qui nous affectent, nous touchent. Nous affectent, ça ne veut pas forcément dire nous attristent, ça peut même être quelquefois nous réjouissent, nous touchent, mais viennent déterminer ce qui sera des conditions de vie, ce qui constituera des conditions de vie renouvelées. J'ai en tête, en parlant comme cela en particulier, les extraordinaires transformations de ce que j'appelle les structures familiales. Je veux prendre le temps d'en dire 2 mots parce que nous avons à penser notre vieillesse pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous précèdent un peu et puis pour ceux qui vont nous suivre. Nous avons à penser notre vieillesse dans des univers familiaux qui sont en train de se réinventer une nouvelle fois. Je vais essayer d'aller vite parce que rien que là-dessus on pourrait passer 3 heures, mais je ne peux plus répondre à la question « Qu'est-ce que c'est une famille ?» Je suis désormais obligé d'écrire « famille » au pluriel.
Si je n'écris pas famille au pluriel, je vais dire des bêtises, je vais avoir une vision telle, je vais construire une espèce d'amalgame qui... Alors, je vais prendre évidemment ma famille en modèle, parce que c'est forcément la mieux. Mais c'est absurde, d'accord ? Donc, la question n'est plus qu'est-ce que c'est qu'une famille, depuis quelque temps déjà, mais sans doute qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait famille ? On se souvient, pour les plus âgés d'entre nous, certainement, on se souvient que en 1950, 55, l'unité d'habitation, le toit, surtout dans le monde rural, mais pas que, surtout dans le monde rural, le toit, l'unité d'habitation faisait la famille. Pour plein de raisons, l'unité d'habitation ne suffit plus à faire la famille. Mais nos familles vivent dans des unités d'habitation multiples et complètement dispersées sur une ville, un département, une région, le pays, ou bien plus. Bon. Et on voit comment la transformation des modes de production agricoles dans le monde rural, mais des modes de production artisanales jusque dans le milieu urbain, et puis des modes de production industrielle, et puis bref. On voit comment la transformation des modes de production, et pour parler plus clair, la transformation des conditions de travail des femmes et des hommes de notre pays, cette transformation a fait que il fallait bien inventer une décohabitation familiale, même là où on ne pensait que en termes de cohabitation à 2, 3 générations. Bien. Sans compter que l'espérance de vie qui augmente fait qu'on ne pense plus famille à 3 générations, mais à 4, parfois même à 5. On y reviendra si on a plus de temps. Donc, le toit faisait la famille, il ne suffit plus. Le nom faisait la famille, étaient de la même famille ceux qui portaient le même nom. Écoutez, on va même s'en réjouir, les femmes ne sont plus obligées de renoncer à leur identité, au motif qu'elles sont amoureuses de quelqu'un avec qui elles voudraient construire une période de vie suffisamment longue où... allez. Donc, les identités se différencient, se distinguent, et cohabitent d'autant mieux qu'elles sont distinctes. Pourquoi pas ? Les noms sont multiples et peuvent se transmettre de manière multiple. Et bien voilà, le nom de famille ne suffit plus. Le droit faisait la famille. On passait chez le notaire, on passait devant monsieur le maire, et, écoutez, et on peut même s'en réjouir, on peut désormais être une famille, vivre une famille, faire famille, même si on n'est pas passé chez le notaire, même si on n'est pas passé devant monsieur le maire, même si, ce n'est plus, le droit ne suffit plus à faire la famille. Mais le droit permet d'entrer dans des modèles familiaux étonnamment variés et qui continuent à se démultiplier. Qui nous aurait dit il y a 30 ans, même 20 ans, que des couples du même sexe pourraient se marier devant la loi ? Même 10 ans ? Bon, allez, peut-être il y a 10 ans, mais pas sûr, d'accord ? Bon, et la question n'est pas est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas ? La question c'est quelle incidence cela a dans nos vies, y compris dans nos vies familiales à chacun, parce que, allez, on est 15 ou 20 personnes ici, moi je ne serais pas surpris que tel ou tel d'entre nous ait dans sa propre famille, évidemment, un fils, une fille, un neveu, une nièce qui vit en couple homosexuel et qui vient de se marier, ou va pas tarder à le faire, et qui a adopté un enfant, ou qui... Ah là là, mais qui nous aurait dit cela ? Bref.
Donc, transformation. Le sang faisait la famille. Alors, le sang, c'est évidemment une image, une métaphore, hein, d'accord ? Parce que c'est une manière de ne pas dire le sperme. Bon, alors, on était de la même famille quand on était du même sang. Il y avait d'ailleurs des circonstances particulières qui permettaient de le dire un tout petit peu autrement. Quand un couple, dans un couple, l'un des deux venait à mourir, l'autre était veuf, éventuellement se remariait, avait des enfants. Alors, avec les enfants d'avant, on n'était pas du même lit. Voilà. Ce qui veut bien dire quand même que ce qui comptait, c'était qui couche avec qui. D'accord ? Donc, le sang comme métaphore. Il est clair aujourd'hui que ce n'est plus le sang qui fait la famille. Et les sangs sont multiples, mélangés. Et puis, en plus, on s'en réjouit. Et puis, voilà. Du coup, le sang ne suffit plus. Alors, qu'est-ce qui fait famille ? Plus que jamais, je pense, le choix de se relier durablement. Et c'est pas simple de faire ce choix. C'est pas simple de se relier et c'est pas simple de faire en sorte que ce lien dure. Alors, pour se relier, il se peut que l'on souhaite passer devant monsieur le maire mais c'est pas obligatoire. D'accord ? Le choix de se relier durablement. Dans une société de l'éphémère. Dans une société qui ne valorise que ce qui ne dure pas. D'accord ? Société qui valorise l'instant. On vit en temps réel. On gère en temps réel, y compris nos relations affectives, sexuelles. Si vous n'arrivez pas à pécho, vous allez sur un site et puis vous aurez quelqu'un ce soir. Hein, oui, on vit en temps réel. Voyons. D'accord ? Choisir de se relier durablement. Eh bien, nous avons à vieillir dans des constellations familiales, structures familiales, constellations familiales, à géométrie incroyablement variable, d'accord, fondées sur des bases qui peuvent se ressembler, mais qui peuvent différer, à l'intérieur desquelles quelques-uns choisissent de se relier durablement. Exemple, on va prendre un couple, 30 ans. Ils se sont rencontrés, ça fait déjà 4-5 ans, voilà, ils sont amoureux, pour faire simple, on va dire que, ou faire traditionnel, on va dire que c'est un homme et une femme. D'accord ? Bien, ils se sont rencontrés, ils décident d'avoir un enfant. Ils ont un enfant, voilà. Allez, deux, ils ont 2 gamins. Allez, pourquoi pas ? D'accord ? Et puis, quelques années plus tard, ils ont déjà 35, 36 ans, ça marche moins bien. Cet imbécile, il s'est laissé séduire par... ou bien Standouille, elle a trouvé que, quand même... Bref, allez, finalement, ils se séparent. Il a rencontré une jeune femme qui est épatante, qui est sympa comme tout, qui est belle, qui est elle-même divorcée d'ailleurs, d'accord ? Et elle ne tardera pas à rencontrer un mec bien sous tout rapport. Lui aussi est divorcé, si vous voulez, oui, d'accord, c'est normal, à 35 ans, bon, voilà. Et lui, il a un gamin d'une... Allez. Alors, on avait 2 gamins issus d'un couple. Ce couple se défait, se recompose. Bien. Il y a donc les 2 gamins, 2 enfants d'un couple, un enfant de l'autre couple, 2 et 2, 4 et 1, 5. Bon. À eux tous, là. D'accord ? Ah, il y a combien de grands-parents ? Aïe, aïe, aïe.
Qui est grand-père et grand-mère de qui? Alors, figurez-vous que le couple initial, au moment de leur divorce, elle s'est fait agonir de sottises par ses propres parents qui lui ont dit « Mais tu t'es conduite comme une... etc. C'est pas comme ça que... » Du coup, les relations entre elle et ses parents... Alors que, curieusement, elle a gardé d'excellentes relations avec ses ex-beaux-parents. D'accord? Qui, au moment des grandes vacances que l'on commence à préparer, vont accueillir dans leur petite maison modeste à Doluce-Soleron, là, vont accueillir, évidemment, leurs 2 petits-enfants, mais également le fils du nouveau compagnon de leur belle-fille. Parce que quand les gamins sont ensemble, écoutez, ils s'aiment bien, c'est vachement bien, c'est sympa. Qui est grand-père de qui? Qui est grand-mère? Qu'est-ce que c'est qu'être grand-parent? Eh bien, plus que jamais, mais c'était déjà vrai, plus que jamais, c'est d'abord accepter de ne pas décider, d'un événement qui va bouleverser votre vie. Devenir grand-père ou grand-mère, mais c'est quelque chose qui va, mais vous tournebouler. Hein, c'est extraordinaire. Les changements que ça va engendrer dans nos vies. Pourtant, on n'y est pour rien. On a décidé de rien. Et en plus, personne n'en a décidé, parce que nos enfants, ils décident de faire un enfant. Ils décident, enfin, dans le meilleur des cas, mais ils décident d'avoir un enfant, mais pas de faire des grands-parents. Mais ce faisant, devenir grand-parent, c'est une espèce d'invitation à la modestie. Bon, du coup, être grand-père, grand-mère, etc., c'est accueillir des petits-enfants, les petits-enfants qu'on vous présente, et vous ne leur demandez pas leur code génétique, vous ne leur demandez pas leur papier d'identité, vous ne leur demandez pas je sais pas quoi, moi, vous leur ouvrez votre porte, votre table, votre cœur, votre porte-monnaie aussi quelquefois, et puis, allez. Et lorsque, devenant très vieux, il se peut que nous ayons besoin d'aide, qui sera au plus près pour, allez savoir. Il se peut que ce soit ma fille. Alors, personnellement, je n'en ai pas, mais ma fille, parce que là, quand même, les filles, enfin, c'est génétique chez elles, hein, s'occuper des vieux. D'accord? Ah non? Ah si. Les hommes, c'est la bagnole, et puis les femmes, c'est... D'accord? Bon, donc, il se peut que ce soit ma fille, mais c'est pas sûr. Il se peut que ce soit ma nouvelle belle-fille. Ouais, enfin, peut-être qu'elle a autre chose à faire. Mais c'est possible que ce soit elle, parce que avec mon ex-belle-fille, je m'entendais bien, mais alors avec la nouvelle, elle est adorable, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, quoi. Hein, et il se trouve que je connaissais vaguement son grand-père, ou je connaissais vaguement ses parents, ou j'ai rencontré ses parents, puis on a bien accroché, et puis, et pourquoi pas, d'accord? Mais ça se recompose, tout ça. Donc il se peut que ce soit cette nouvelle belle-fille. Il n'empêche que j'ai gardé d'excellentes relations avec l'ancienne. Mais bon, et puis peut-être que c'est pas la nouvelle belle-fille, mais peut-être que c'est ce nouveau gendre qui est un mec épatant. Voilà. Puis il est assez disponible, en tout cas, il sait se rendre disponible, il épatant. Voilà. Si j'ai besoin, je sais qu'il est toujours là. C'est bon. Et puis, c'est peut-être pas cette génération-là, mais c'est peut-être leurs enfants qui ont grandi et qui ont maintenant 25 ans. Ça tombe bien, justement, il y en a un qui est étudiant dans la même ville que dans la ville où j'habite, et puis
allez, 1 ou 2 fois par semaine, bien qu'étudiant et mobilisé sur plein de choses, ça lui déplaît pas de venir manger avec moi. En plus, ça lui permet de gratter un repas, c'est pas idiot. Mais bon, il vient manger à la maison, on parle, et si j'ai besoin, il est là. Et quand je vais pas bien, quand même quelquefois il vient dormir chez moi pour être sûr qu'il y ait quelqu'un et que, vous voyez. Alors, ce petit-fils étudiant, c'est un petit-fils de qui? Est-ce que c'est mon petit-fils, mon vrai faux petit-fils, mon faux vrai, le frère de la sœur du vrai faux? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez? Eh bien, c'est là-dedans que nous avons à inventer notre avancée en âge. Alors, c'est une aventure extraordinaire. Parce que, moi, il me semble que c'est une aventure de liberté. On peut le regarder comme ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de relations familiales de moins en moins contraignantes, nous avons la possibilité de choisir les liens que nous allons cultiver. Cultiver durablement un lien avec quelques-uns de ceux qui constituent une constellation familiale possiblement de plus en plus étendue. Alors, transposer mon propos, j'ai pris, et puis je veux raccourcir, transposer mon propos, j'ai pas parlé des cousins, cousines, mais qui est cousin de qui? Moi. Ceux qui veulent. On s'en fiche. C'est pas le problème. D'accord? Qui est cousin de qui? Alors on s'amusera éventuellement à remonter les arbres généalogiques pour voir, mais bon. Qui est oncle et tante de qui? Parce que dans les frères et sœurs, il y en a eu des séparations, des reconstructions, des reséparations, des re-reconstructions. Voilà, alors, bien. Alors aujourd'hui, on a un discours sur les familles qui ont abandonné leurs vieux. Mais non, les familles n'ont pas abandonné leurs vieux. Simplement, les familles ont été réinventées sur des modèles que nous ne connaissions pas. Et à l'intérieur de ces modèles nouveaux, des relations entre générations sont à inventer, à l'intérieur parfois de circuits familiaux relativement conformes aux modèles anciens, mais quelquefois absolument pas conformes à ces modèles anciens, et qu'il nous faut découvrir, redécouvrir, inventer, en tenant compte des distances géographiques, en tenant compte des origines géographiques des uns et des autres, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de familles à l'intérieur desquelles il n'y ait pas un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un neveu, une nièce qui soit allé épouser un Anglais, une Allemande, un Américain, une Américaine, un Italien, ou je ne sais, enfin, peu importe, c'est fini. Toutes les langues sont invitées à construire cet univers familial à l'intérieur duquel nous aurons à vieillir, etc. C'est donc une vieillesse dans un monde incroyablement ouvert que nous avons à inventer, et ce monde incroyablement ouvert peut être pour nous une occasion de penser une vieillesse liberté. Vieillir, c'est forcément accepter de perdre, que ça me plaise ou non. Je ne suis pas idiot, j'entends moins bien que... Bon. Et un jour, il faudra sans doute que... Allez, voilà, je m'équipe d'une prothèse auditive, sans doute. Bon. On est déjà plusieurs ici à avoir accepté de porter des prothèses. D'accord ? Alors celles-ci, elles sont oculaires et non pas auditives, mais quelle différence y a-t-il entre une prothèse et une prothèse ? Donc, voilà.
Alors, une prothèse auditive ou autre chose, je m'en fiche, hein, c'est pas tant mieux pour ceux qui n'en auront pas besoin, hein, mais vieillir, c'est perdre de la force musculaire, c'est perdre de la rapidité dans l'exécution des mouvements, c'est perdre de la puissance, et vous donnerez à ce terme tous les sens que vous voudrez bien donner. C'est perdre, vieillir, c'est perdre, évidemment. C'est même tellement perdre que c'est apprendre à perdre. Et du coup, c'est explorer la liberté de réinventer le rapport que l'on a avec l'objet que l'on perd et avec le monde. Permettez-moi un exemple quasi personnel. On doit être nombreux ici à avoir appris à courir, gamin, sur le même modèle, c'est-à-dire à ne pas avoir vraiment appris. On nous disait, vas-y, cours, puisque c'était censé être dans nos gènes. Il fallait courir, allez, cours. C'est-à-dire, cours le plus vite possible. Alors, on a appris à courir, bon, et puis, en tout cas en ce qui me concerne, à 13 ans, j'ai dû fumer ma première cigarette, parce qu'il fallait quand même bien se donner les attributs de la virilité, voilà, 13 ou 14, voilà. Et puis, en arrivant au service militaire, les clopes, on me les donnait, j'avais plus besoin de les acheter, donc je m'en suis pas privé. Et puis, je suis devenu dépendant au tabac, mais je n'étais pas le seul. Et puis il y a presque 25 ans maintenant, je me suis dit, bon, allez, le tabac, j'arrête avant qu'il y ait un pépin. Coup de chance, j'ai réussi à arrêter avant qu'il y ait un pépin. Et pour essayer d'arrêter, je serais quand même pas idiot, je voyais des copains, ils couraient, même des marathons, oh la vache. Donc je me suis dit, allez, moi je vais reprendre l'activité physique, et puis... Donc, je suis allé courir. Et au bout de 1 minute et demie, 2 minutes, voilà. Et un copain avec lequel je courais a eu la bonne idée de me dire, mais non, tu ne sais pas courir. Il va falloir apprendre. Ah, c'est intéressant ça. Apprendre à courir. Quand même dingue. J'avais déjà 50 ans, non, pas tout à fait. Et il me dit que je ne savais pas courir. Oh, il me prend pour un con ou quoi? Enfin, je ne sais pas courir. Eh oui. Il me dit, oui, tu ne sais pas courir lentement. Ah. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Apprendre à courir lentement. C'est-à-dire se dégager de l'obligation de performance dans une société du Viagra où tout est possible, même quand c'est pas possible. D'accord? Vous voyez? Donc, idéologie de la performance, d'accord? Apprendre à courir lentement. Découvrir le plaisir de la course lente, celle qui vous met en mouvement, celle qui fait du bien aux articulations, aux muscles, aux poumons, au cerveau, à la tête, à l'odorat, celle qui vous permet de courir en regardant le paysage, sur la plage, en regardant la mer, ou en éprouvant le sol. Oh là 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 là. Les bienfaits de la course lente. D'accord? Bon, eh bien, vieillir, allez, vous transposerez dans tous les domaines de nos vies, vieillir, c'est apprendre à courir lentement. C'est-à-dire repenser les performances, y compris sur le plan le plus intime, y compris sur le plan sexuel, y compris... Bien sûr qu'on ne fait pas l'amour à 90 ans, comme à 80, comme à 70, comme à 60, comme à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse plus le faire. Mais il s'agit de réinventer un rapport au monde, aux autres, à l'autre, à l'être aimé, à son propre corps, à la sexualité, un rapport... Voilà. La performance, c'est plus... Ça ne veut pas dire qu'elle ne serait pas la bienvenue. Ça ne veut même pas dire qu'on n'a pas droit au Viagra, s'il y en a que... Mais peut-être qu'on pourrait penser le rapport à l'autre sur un autre registre que
découvrir que l'on peut prendre du plaisir à courir lentement. Vous voyez, c'est difficile d'apprendre à courir lentement dans une société de la vitesse, dans une société de l'instant, dans une société de la performance, dans une société de l'efficacité, dans une société de l'utilité, où n'a de valeur que ce qui est utile, efficace, où tout est évaluable, où on mesure la performance, la performance. Pourtant, c'est dans cette société-là que nous avons à vieillir. Alors, je voudrais terminer avec une réflexion un peu plus globale. Dans une société de la vitesse, dans une société de l'instant, dans une société, je disais tout à l'heure, de l'éphémère, qui valorise ce qui ne dure pas, et qui du coup n'en finit pas d'essayer d'inventer un modèle de développement durable. Qu'est-ce qui se passe ? Le modèle de développement durable, mais on l'a sous les yeux. Qu'est-ce que c'est qu'un vieillard ? Mais c'est quelqu'un qui sait durer. Il en faut du temps pour faire un vieux. Et si je regarde ma vieillesse comme du développement encore, et non pas comme une déchéance, et non pas comme une succession de pertes, mais comme un apprentissage de la perte, etc. Si je regarde ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort, et pas seulement cette période de ma vie qui m'en rapproche, même s'il est vrai qu'elle m'en rapproche, elle m'en sépare, d'accord ? Mais si je regarde ma vieillesse comme cela, alors vous pouvez lire ma vieillesse comme une mise en œuvre concrète, réelle, d'un développement durable, effectivement. Nous avons sous les yeux ce modèle de développement durable et nous refusons de le voir. Nous le disqualifions pour être sûr de ne pas le voir. Parce que si nous le voyions, il faudrait le reconnaître, il faudrait en prendre soin, il faudrait... Pourtant, les vieux, les vieilles, au passage, je ne peux pas m'empêcher de noter que le mot vieillard n'a pas de féminin, alors que l'espérance de vie des femmes est plus longue que l'espérance de vie des hommes, mais ça ne fait rien. Le mot vieille, il n'existe pas de vieillarde, pourtant, qu'est-ce que ce serait beau, une vieillarde, d'accord ? Et bref, vous voyez... Vieillarde. Ce modèle de développement, alors pour jouer sur les mots, ce modèle de développement durable et non pas durable, même registre, ce modèle, il nous faut le décoder. Comment ont-ils vécu ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Que vivent-ils qui donne encore du sens à leur vie ? D'accord ? À quoi tient qu'ils vivent encore ? À quoi cela a-t-il tenu ? Et à quoi tient qu'ils vivent encore ? À quoi pourrait tenir qu'ils vivent demain ? Etc. Modèle de développement durable qui nous inviterait à revisiter nos vies. Par exemple, sur le registre détestable de l'idéologie de la performance où nous sommes tous plus ou moins enfermés. Hein ? Alors, si nous y parvenons, et je terminerai là-dessus, si nous y parvenons pour nous-mêmes et collectivement, il se peut que Aragon ait eu raison. Aragon me dérange de plus en plus. Aragon m'intéresse de plus en plus. Je trouve que plus je vieillis, plus les pages, les lignes, les vers qu'il a pu écrire sur sa propre vieillesse
sont d'une beauté absolument extraordinaire. Alors, par exemple, vous vous souvenez peut-être d'un texte d'Aragon mis en musique par Marc Augeret, qui a été interprété par un certain nombre d'interprètes, chanteurs, etc., Léo Ferré, entre autres, Jacques Bertin également, mais je reconnais qu'il faut avoir un certain âge pour citer Jacques Bertin et Marc Augeret, mais quand même, vous chercherez sur Internet des interprétations fabuleuses de ce texte. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. Il fait beau, profitons-en. Merci. Allez. Merci. Un temps à ne pas mourir, un temps à ne pas vieillir. C'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures. Voilà, c'est ça, ouais. Un temps fort comme une femme. Un temps à damner son âme. C'est extraordinaire. Vraiment, oui, Ce texte, je vous assure, retournez-y, parce que forcément vous le connaissez, et puis écoutez-le mis en musique. Alors, Augeret en avait fait une interprétation que je trouve, moi, inoubliable. Mais Jacques Bertin, c'est magnifique. Et il y a des femmes, Isabelle Aubray l'a interprété également. Pas la seule. Oui, c'est super. Mais il y a d'autres textes sur la vieillesse, d'autres textes d'Aragon. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est comme fondre pour le givre ou pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Super. C'est extraordinaire quand même, quoi. D'accord ? Et il y a des gens qui prétendent tout savoir de la vieillesse. Et celui qui la vit, il dit « j'arrive, je suis étranger ». Mais si je regarde ma vieillesse comme ce monde dont je ne connais ni la culture, ni l'histoire, ni la langue, ni les pratiques, ni les coutumes, ni... Wow, une aventure de liberté extraordinaire. D'accord ? Formidable. Formidable. Allez. Je pensais à Jacques Higelin. Oui, bien sûr. Bien qui sûr. a dit aussi celui bien qui sûr. a peur de bien mourir sûr. a peur de vivre. Bien sûr. Mais bien sûr. Ensemble, bien sûr. Donc, bien sûr. Mais dans un monde où il s'agit de nous foutre la trouille. Ouais. D'accord ? C'est pour tous, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça, ce qu'on dit, c'est pour... Mais pour nous, on l'a déjà entamé. Hein. Mais nous, on fait partie d'une génération qui avait réussi à se penser au moins un peu libérée. D'accord ? Il s'agit donc de nous asservir à nouveau. Et ce que j'appelle la tyrannie du bien vieillir n'a pas d'autre objet que de nous asservir à nouveau. Ce discours sur le bien vieillir, alors, il y en a un parmi nous qui préférerait mal vieillir. Bon, allez, hop, terminé, on passe à autre chose. Mais ce bien vieillir, qu'est-ce que c'est, ce bien vieillir ? Eh bien, bien se comporter pour bien se porter. Voilà. Hein, je vous la fais rapide, mais si vous le souhaitez, vous retrouverez ça dans un bouquin que j'ai écrit avec un collègue philosophe, Didier Martz, bien se comporter pour bien se porter. Et attention, il s'en faudrait de peu que les vieux se comportent pas bien, qui mangent trop, ou pas ce que l'on veut, qui boivent trop, ou pas ce que l'on veut, qu'ils n'achètent pas les fringues, etc. J'ai reçu il y a quelque temps, alors je cours, bon,
Eh bien, j'ai reçu il y a quelque temps sur ma boîte mail un mail m'invitant à venir tester une gamme de vêtements de course à pied. Pour seniors. Parce que, imaginez un mec, alors, moi j'ai 70 ans, bientôt 71, imaginez un mec de 70 ans qui courrait avec le short d'un gars de 50. Ou avec un t-shirt de son... Enfin, il serait ridicule. Donc il faut une ligne de vêtements pour seniors. Pour seniors qui courent. Vous vous rendez compte ? Voilà. C'est-à-dire, bien se comporter pour bien se porter. Alors, j'admets que pour bien courir, les fringues ont de l'importance. C'est-à-dire, il faut des vêtements dans lesquels on se sente bien pour courir ou nager ou faire je ne sais quoi. C'est vrai que il ne faut pas aller courir avec des chaussures comme celles que j'ai dans les pieds. Il faut des chaussures, bon, d'accord. Enfin, d'accord. C'est une ligne de vêtements de course à pied pour seniors. Quand même, quoi. Hein ? Ça rapporte. Et oui. Ça rapporte. Et oui. Et ce qui se cache derrière ce bien vieillir, c'est le détournement d'une belle idée. La belle idée, c'était ce qu'il est convenu d'appeler malheureusement aujourd'hui la silver economy. L'idée consistait à mettre l'économie au service des silver, c'est-à-dire au service des cheveux blancs, mettre l'économie au service de ceux qui vieillissent. On voit bien que c'est l'inverse maintenant. Il s'agit de mettre les vieux au service de l'économie. Les vieux ne sont intéressants que s'ils ont du pognon. D'accord ? Le reste, les autres, on s'en fout. Ceux qui sont en EHPAD, par exemple, on s'en fout. Oui. On les utilise même comme faire-valoir pour faire payer les autres. Bien sûr. Mais alors, il faudrait dire, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'argent des vieux ou l'argent pour les vieux. Voilà. Hein ? C'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. On est dans un modèle de société où on est simplement sur... Il y a de la marchandisation, oui. Il y a de la financiarisation, et il y a des hommes là qui nous embêtent. Marchandisation de la vieillesse. Absolument. Absolument. C'est la même problématique, comment on fait pour fonctionner sans eux. Et de la même manière qu'on a marchandisé l'adolescence, d'accord, eh bien, on est en train de marchandiser la vieillesse. Voilà. En la culpabilisant. En plus, oui. Et alors, un petit clin d'œil au groupe que vous êtes. Vraiment, s'il y a un domaine dans lequel un peu d'insoumission nous ferait pas de mal, c'est quand même bien la vieillesse, quoi. Hein ? Non, mais... D'accord ? Un petit peu beaucoup dans la jeunesse. Je suis d'accord. Mais, oh là, oui, mais n'y renonçons pas pour nous-mêmes, quoi. Hein ? N'y renonçons pas pour nous-mêmes. Hein ? Non, puis c'est une idée qui avance quand même. On sent bien qu'il y a quand même des changements et peut-être qu'on y est un petit peu pour quelque chose. Oui. Mais l'asservissement volontaire dont nous faisons l'objet... Alors, volontaire, j'en arrive moi quelquefois à me dire, mais il faudrait sans doute trouver un autre terme, parce que c'est même pas tout à fait volontaire. Consenti plutôt que volontaire, sans doute, souvent. Hein, mais l'asservissement dont nous faisons l'objet, dans la consommation, dans nos modes de vie, cet asservissement-là, il appelle véritablement une levée d'insoumission. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, quoi. Nous avons à penser une manière politique, évidemment, et pas que politique, ou politique au sens le plus large qui soit, une manière de développer une insoumission quand on vient nous dicter ce que nous devons mettre dans notre assiette, par exemple, quoi. C'est incroyable. Enfin,
je développe ça, mais à propos de la bouffe, par exemple, hein, le bifidus actif, parce que il y en a, ils mettent du bifidus inactif, d'accord, merveilleux, d'accord. Regardez le baratin qu'on est en train de nous larguer actuellement sur les probiotiques. Alors, on nous a déjà fait le coup des antibiotiques, qui sont devenus pas automatiques. D'accord ? Alors maintenant, on nous fait le coup des Alors, les probiotiques sont sûrement beaucoup mieux que les anti. D'accord ? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez ? C'est-à-dire, il faut retirer de notre alimentation tout ce qui lui donnait du goût, de la couleur, du sel, du sucre, alors je ne parle pas de l'alcool, hein, le gras, etc. D'accord ? Voilà. Et puis, une fois que vous avez réduit votre alimentation à une espèce de plaque de polystyrène complètement insipide, d'accord ? Eh bien, vous allez pouvoir enrichir votre alimentation avec tous les produits que... C'est insupportable, quoi. Comme si les vieux et les vieilles ne savaient pas faire la bouffe, enfin, quand même, quoi. Comme si on était cons au point de... C'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Mais c'est là où je parle d'asservissement, sinon volontaire, du moins consenti, c'est-à-dire que, finalement, par commodité, par mimétisme, on finit par... on se laisse faire. Bon, oui, alors, qu'on ait bouffé trop de gras, mais oui, beaucoup trop de sucre, évidemment, mais enfin bon... Mais, certains si, enfin... Mais alors, de quel gras parle-t-on parce que... Mais, enfin, bon, voilà, vous avez compris le raisonnement que je voudrais essayer de... Mais par rapport à cet asservissement volontaire, il nous faut, je crois, nous mobiliser. Il y a une association que j'aime bien, avec laquelle je travaille assez régulièrement au niveau national, même si je la trouve un peu trop parisienne. Enfin, c'est là qu'elle est née, donc on ne peut pas lui reprocher non plus. Hein. C'est l'association Hold Up. Vous avez entendu parler de... Alors, Hold Up, mais sans H. D'accord ? Debout les vieux. Voilà. C'est-à-dire, non, on va pas fermer notre gueule. Non, on ne va pas se manipuler, se laisser manipuler. Non, on est lucide et on le dira. Voilà. C'est une femme qui a... Ne le répétez pas, hein, mais qui a inventé cette association, Marie-Françoise Fuchs. Voilà. Alors, elle n'en est plus présidente aujourd'hui, mais elle l'était il y a encore un an. Mais je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire de lucidité, bon, remarquable. C'est l'infantilisation aussi. Oui, infantilisation. Bien sûr, mais oui. Bien sûr. On vous appelle papy mamie. Ben voyons. Oh, ça c'est insupportable. Ben voyons. Ben bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. J'ai été il y a maintenant combien 5 ans, 6 ans, j'ai dû subir une petite intervention cardiaque, mais je ne vais pas vous la jouer dramatique, ça ne l'était pas. Donc, d'accord. Mais anesthésie générale, et donc salle de réveil après l'anesthésie, et puis j'ai la chance de me retrouver, on me ramène dans une chambre, et je me retrouve dans une chambre à deux, mais l'autre n'est pas là pour l'instant, en tout cas, je suis tout seul. Bon, donc, c'est pas désagréable d'être seul dans ces moments de veille un peu perturbée, quoi. On ne sait pas trop... Alors il y a une aide-soignante qui vient près de moi gentiment, puis alors qui regarde tout et tout, bon, et comme par hasard, c'est au moment où elle est là que je m'aperçois que je suis allongé, nu comme un verre, sur le lit. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà vu des aides-soignantes tout habillées. Donc, mais
Et je m'aperçois que non seulement je suis nu comme un verre, mais que la porte est ouverte. Voilà. Donc je lui dis, quand vous sortirez, vous serez bien aimable de fermer la porte. Et elle me répond, ah non, 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 on fait toujours comme ça avec les personnes âgées. Autrement dit, la nudité d'un homme de 30 ans l'aurait gêné, mais la mienne... Alors, à ce moment-là, je prends conscience de son âge à elle. Elle pourrait être non seulement ma fille, mais ma petite fille. Donc, qu'elle me considère comme un vieux, puis j'ai une sale gueule, parce qu'il y a eu l'anesthésie, la fatigue, enfin... Donc, d'accord, que je fasse vieux, qu'elle me regarde comme un vieux, ça ne me choque même pas, d'accord ? Qu'elle me trouve vieux, normal, d'accord ? Mais ce qui est incroyable, c'est on fait toujours comme ça avec les personnes âgées, d'accord ? C'est là que c'est très étonnant, parce que moi je suis infirmière. Nos études sont très strictes par rapport à ça. Oui. Très très strictes. On n'a plus le droit de tutoyer, il y a plein de choses. Mais on peut remarquer aussi que dans ce genre d'établissement, il y a de moins en moins de gens qui sont formés. Bien sûr. Nous, Oui. On a le pouvoir maintenant. Bien sûr. En plus d'engueuler Bien sûr. Ça nous fait bien sûr. Pouvoir, hein. Bien sûr. Parce qu'il y en a plein, des gens qui sont bien sûr. Et à qui on va donner des ordres aussi durs que ça. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que c'est fou, parce que nos études sont très strictes. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Il y a des gens formés qui font n'importe quoi aussi. Il y a aussi. Il y a toujours. T'es infirmier tous les deux. Hein. La formation, même c'est des. Ah oui, c'est pas mal. Son mari. C'est une formation que je sais pas du tout. Et moins de réflexion, Oui, oui. je pense. Bien sûr. Ce Allez. papillamie, ça peut ne pas être gênant. Mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est dit et à qui c'est donné, parce que... Tout ce qui est protocole, Mais bien sûr. ça n'a pas de sens. Mais bien sûr. On ne permet plus aux gens de réfléchir. Moi, quand les petits-enfants de mes voisins, qui ont le couple de voisins, ils ont quoi ? Ils ont 40 ans, même pas. Mais quand les petits-enfants m'appellent papy, moi j'ai envie de leur faire un bisou, quoi. Je trouve ça absolument fabuleux, quoi. Pourtant, c'est pas mes petits-enfants, mais c'est tellement beau, c'est tellement adorable. C'est affectueux. Bah oui, bien sûr. Ah, puis c'est un plaisir d'aller voir. Mais c'est un cadeau, quoi. Il y a aussi le moment important où on bascule dans cet âge des retraités, dans l'âge des vieux. Et ça, on n'est pas préparé à ça. Non. Et on sent qu'il y a, du jour au lendemain, pratiquement, il y a une différence. On change de génération. Ah ouais. La retraite, même si on y est préparé, enfin la retraite professionnelle, même si on y est préparé, à partir du moment où on travaille, on n'a plus une activité extérieure, on va dire. Exact. Là, il y a quelque chose. Là. Il y a une perte de statut. Ah oui, il y a une perte de statut. Soi-même, on Bien ne se reconnaît pas que par ce Bien statut. sûr. Mais là, il y a un moment d'un peu de flottement et après, voilà. Oui, oui, mais... Peut-être que c'est pour ça qu'il faut l'apprendre plus tôt. Moi, je milite pour... Moi, je l'ai prise très tôt, alors Volontiers. j'ai eu la chance Moi de aussi. pouvoir l'apprendre très tôt. assez tôt, et donc... j'ai pas connu ça, ouais. mais on se rend Et ben ça aide bien, hein. compte. Ah bah, si, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui est embêtant à ce moment-là? Est-ce que c'est, moi aussi j'ai vécu ça, hein, le regard des actifs? Oui. Quelque part, sur moi qui ne suis plus, Oui, oui, officiellement, hein, actif. plus productif, voilà. Plus Et à ce salarié. moment-là, les actifs rémunérés, jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Mais on est actif d'une autre manière. Voilà, absolument. Et pas forcément sur les mêmes sujets, pas sur les mêmes objets, mais... Moi, je me dis pas retraité, mais retrotté. Retrotte de nouveau. Mais comment Ouais, se fait-il? On craque pas, on est craquante, c'est ça. Hein. En Espagne, la retraite, c'est la jubilación. Ouais, ça c'est beau, oui. C'est très très... La jubilation. Comment ça la se fait? jubilation. La jubilation. Comment ça se fait que nous n'ayons pas, nous, en France, inventé au moins l'usage du participe présent? Nous sommes retraitants. Nous retraitons notre rapport au monde, notre rapport à l'argent,
notre rapport à la santé, notre rapport aux autres, à la famille, à nos enfants, nos petits-enfants, notre rapport à l'engagement, au temps, notre rapport aux hommes, aux femmes, enfin, Et puis, enfin, je sais pas, mais... à la quand on- culture, à la lecture. Ouais, non, mais au moment où on prend sa retraite, c'est le seul moment de la vie où on se dit en se réveillant, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, le temps m'appartient. Et ça arrive jamais avant. Alors, il faut un an. Pour moi, il m'a fallu un an pour me... Mais bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est trop bien, quoi. Et après, on se dit, ah ben voilà, je le vis maintenant. Je vis autrement, mais je vis. Ouais, non, mais c'est extraordinaire. Ouais. Oui, je choisis, c'est extraordinaire, franchement. Ça compense d'apprendre à perdre des choses. Hein. On en a gagné. On connaît la culpabilité. Est-ce que j'ai bien le droit de me lever tard? Ah, pas moi, tu vois, alors là. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Est-ce possible? Oui, On peut faire un repas un jeudi, alors bien sûr. c'est pas dimanche. Et dans les relations familiales qui se réinventent, est-ce que j'ai le droit de dire non à mes enfants? Ah, Oui. Surtout qu'ils ont l'impression qu'on va pouvoir leur dire oui. Eh bien oui, bien sûr. Et on comprend bien pour quelles raisons, la pression qu'ils ont sur les épaules, avec le boulot, les gamins, voilà. les distances, les machins, les trucs, etc. Allô mamie, est-ce que tu es disponible le week-end prochain? Parce que figure-toi, je comptais ne pas travailler samedi, mais il faut que je travaille. Et paf. Eh bien oui, mais justement, j'avais prévu autre chose, moi. Eh ben oui, mais tu te rends pas compte dans quelle mouise tu me mets si tu me dis non. D'accord. Eh ben ah oui, oui, ah bah, bien ça sûr. c'est dur. Hein. La culpabilité. Alors c'est vrai Facile, pour ça. le week-end, pour les vacances, pour les machins. On voulait partir en voyage, ben non, on partira pas parce qu'on a les petits. Bon, c'est pas grave, on partira aux vacances d'après. Enfin, voyons. Mais Et si on négocie pas tout de suite, après on... c'est et terminé. puis dans un sens. Mais c'est vrai qu'ils sont coincés aussi. Bah Mais oui. C'est ça le problème. Ah, Ah mais- oui, c'est mais- ça qui est pas facile. Ouais, c'est bien pas sûr. facile. Bien sûr. Il faut aussi spécifier parfois. Et oui, mais Il faut aussi spécifier parfois, parce que quand on a des choix que l'on pense incontournables, on cherche pas une solution. Quand tu dis on est coincé, oui, alors exactement. Quelquefois, oui. mais aussi la facilité du choix. Ah bah Bien c'est sûr. tout un... Voilà. Et puis en retour, et ça, le plaisir évident que l'on a à les accueillir, les petits en question, en plus. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il faut que je renonce à ça, mais quel bonheur d'avoir les... Donc, Oui, mais c'est sûr. Puis il y a aussi après d'apprécier la vie qu'on a quand ils sont partis aussi. mais bien sûr, bien sûr, Il y a les deux, hein. mais bien sûr, On sait tous qu'ils arrivent. mais bien sûr, C'est juste... bien sûr. Je sais qu'ils arrivent. ouais. Mais oui. Non mais on apprend quoi. Enfin, c'est vrai, c'est juste ça, on apprend à faire autrement, on apprend à... C'est le mot qui, je trouve, décrit le mieux pour moi, c'est le terme de remaniement. Remanier le rapport que l'on a avec les uns, les autres, le monde, etc. Remanier. Alors, j'aime bien ce mot parce qu'il y a la main qui est à l'œuvre dedans. Donc, on imagine que ça puisse être très concret, d'accord? Je sais pas, moi, jardiner avec un gamin, par exemple. Bon, mais préparer un repas ou mettre la table ou je sais pas quoi, c'est... Bon, donc il y a, dans le remaniement, la main est à l'œuvre. Mais quelquefois c'est difficile, le travail manuel. D'accord? Quelquefois ce remaniement peut être difficile, douloureux, difficile à penser, difficile à conduire, mais remanier. Voilà. Et c'est jamais fini. Hein? Et c'est jamais fini. Mais l'étymologie de retraite, c'est quoi? Il y en a une étymologie? Ben, retrait, retraitement, retraité, Retraite. retrait, retraité, faire retrait, mettre en retrait, on retire du monde. C'est retirer, ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est retirer. C'est se retirer du monde du travail. Du monde du travail. En sachant en plus que le fin du fin, c'est que en France, désormais, mais c'est vrai dans plusieurs pays d'Europe, et c'est vrai dans un pays comme le Japon également,
les retraités sont de plus en plus nombreux à revenir au travail. Bien obligés. D'accord ? Bien obligés parce que le niveau de revenu n'est pas suffisant, ou parce que pour se loger, ils ont besoin d'eux, ou parce qu'ils ont besoin, on le voit aussi, de compenser l'absence de travail de leurs enfants, en retrouvant eux-mêmes un peu de revenus complémentaires. Alors, ils ne reprennent pas forcément un emploi à plein temps, ils ne reprennent pas forcément, mais une journée, 2 journées par semaine, ou bien les grandes surfaces, par exemple, ont l'art et la manière de faire travailler les vieux. Et de façon parfaitement scandaleuse. Je connais un exemple où des retraités vont faire de la mise en rayon dans une grande surface. Le temps de travail évalué pour la mise en rayon en question est par exemple de 3 heures, mais ils ont le droit de mettre 3h30 ou 4 heures. C'est pas grave, mais ils seront payés 3. D'accord ? Ok ? Hein ? Et c'est considéré comme presque un avantage qu'on leur donne, quoi. Hein ? D'accord ? Ils ont le droit de prendre leur temps. Mais même en EHPAD, ils emploient des retraités. Mais bien sûr, en EHPAD, on trouve des... Alors, on est en train de réinventer les dames de compagnie, etc. Voilà, d'origine étrangère, éventuellement en situation pas forcément parfaitement régulière, mais voilà, qui sont bien contentes, ou retraitées, qui sont bien contentes de trouver dans l'EHPAD privé à but lucratif du coin une dame ou un monsieur un peu friqué, qui, pour sortir, faire une balade l'après-midi, a besoin d'être accompagné. Alors, pendant 1 heure, on vient et, bras dessus, bras dessous, on va faire le tour du parc et on revient. Mais oui, pareil. Alors c'est pour ça que je vais placer mon couplet syndical quand même. Oui, mais il est le bienvenu. Non, parce que voilà, l'importance de constituer, de faire émerger un statut du retraité. Parce qu'on est quand même, au dernier recensement, on est plus de 15 millions. Ça fait du monde. Hein. On a un rôle, on a une fonction. On n'est pas des variables d'ajustement ou des choses comme ça. Donc, si on arrive... Et personne ne l'a fait. Hein. Aucun des candidats au présidentiel, pourtant à corps et à cri, on a essayé. Hein. Personne, c'est un problème qui n'est pas porteur. Hein. C'est pareil, hein. Ça fait Mais pas... permettez-moi de vous suggérer, on a des rôles, et non pas un rôle, oui. des rôles, des fonctions, et sans doute des statuts. Mais c'est très important, me semble-t-il, de ne pas construire nous-mêmes l'amalgame dans lequel on va se faire enfermer. Hein. C'est des rôles. Les retraités, ils jouent des rôles. Ils sont grands-parents, ils sont consommateurs, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont militants, ils sont... Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse en parler, faire vraiment des stages généraux, je sais pas, des choses, d'en discuter, quoi, d'essayer de le mettre... parce que ça nous ferait quand même reconnaître dans toute cette vie, et pas seulement comme direction... parce que c'est vrai que la différence aussi, c'est qu'il y a 40 ans, quand on était retraité, c'était pas pour longtemps. Hein. Exactement. On attendait la mort dans notre coin en regardant les petits-enfants. Enfin, et puis, quand la retraite a été établie à 65 ans, la moyenne, l'espérance de vie pour les hommes n'y était pas à 65. Donc, en moyenne, on mourrait avant. Mais c'est même pour ça que les caisses de retraite ont eu du pognon, parce que on cotisait, enfin, ils cotisaient, hein, et puis... Ouais, tout ça, c'est des choses qu'il faut se remettre en tête, parce qu'on est effectivement intoxiqué par une propagande permanente, plus ou moins, mais ça fait des décennies qu'on nous bassine avec, voilà, on vieillit, ça ne va pas pouvoir se faire, vous n'aurez pas votre retraite. Il faut voir les pressions qui s'exercent. Et comment on fait croire aux jeunes aujourd'hui remonter des générations contre l'autre. Vous avez entendu Christophe Barbier, je ne cesse de lui faire sa pub, parce que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ignoble
à entendre. Franchement, vraiment, cette chronique où il a dit bah oui, enfin cette génération-là, c'est-à-dire nous, hein, vous avez gagné sur tous les tableaux, vous avez eu du boulot, vous avez fait ce que vous voulez, il y avait du travail, vous n'avez pas connu de guerre, vous avez connu le rock, vous avez connu l'amour libre, vous n'avez pas connu le sida, enfin bref, il y va avec une horreur. Oui, alors vous pouvez payer. Et vous allez, Soyez solidaires. et en plus, vous allez laisser une dette. Oui, ah bah oui, j'oubliais. Le discours sur la dette, il est abject, quoi. Et on va laisser une dette. Non mais... Attendez. Parce que vous avez pu consommer énormément. Bah voyons. Et donc, le monde Mais tiens, voilà, c'est ça. Ouais, C'est c'est ignoble. C'est insupportable. C'est insupportable. De mauvais, Bien sûr. tromperie, Mais dans bien le sûr. but de monter une génération contre une autre. Mais bien sûr. Bien sûr. Insupportable. Mais cette guerre des générations, elle a pour objectif de détruire le système de solidarité, Voilà. d'accord, Voilà, la c'est retraite ça. par répartition, C'est etc., ça, ouais. de détruire le système de solidarité et de le remplacer par un système capitaliste, retraite par capitalisation. Plus de services publics, donc Bien sûr. si on est fort, on gagne, et puis voilà. Ils oublient une chose quand même, c'est que toutes les espèces qui ont fait comme ça de la concurrence au lieu de l'entraide ont disparu. Le truc vital c'est de s'entraider, même les arbres, ils s'aident. Ouais, c'est ça, mais c'est idiot, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et même là, mais c'est un monde de fous. On nous propose un modèle de fou, de folie, de destruction. Là, les grands Mais singes, oui. les oiseaux, il n'y a plus rien, mais ils s'en foutent, ils continuent à racler le fond de la mer, à tout piquer. Et voilà. Mais ça ne va pas durer. Je me permets... Je me suis permis d'apporter quelques ouvrages, parce que parfois, il y a des gens qui aiment bien prolonger. Évidemment, aucune obligation. Hein, d'accord ? J'ai apporté 3 bouquins. Celui-ci, un ouvrage collectif, on est une vingtaine. Dictionnaire impertinent de la vieillesse, parce qu'après tout, c'est pas mal d'en rire aussi. Alors, ce n'est pas un dictionnaire humoristique, c'est un dictionnaire impertinent. L'impertinence peut être dans la colère, elle peut être dans... Bref, dictionnaire impertinent, vous verrez. Plein de choses. Celui-là, La tyrannie du bien vieillir, vous y retrouverez des choses auxquelles j'ai fait allusion à plusieurs reprises dans mes propos de cet après-midi. Voilà, comment dénoncer ce bien vieillir qui nous manipule. Et puis celui-ci, qui propose donc la société malade d'Alzheimer. L'idée est celle-ci. Plus on fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer, moins on sait de quoi il s'agit. D'accord ? À peu de choses près, nous ne pouvons rien en dire. Alors moi, je suis parti de l'idée que ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien en dire que les malades ne nous parlent pas. Et quand ils nous parlent, même silencieusement, de quoi nous parlent-ils ? Ils nous parlent d'une société qui présente exactement les symptômes que l'on attribue habituellement à la maladie d'Alzheimer. Exemple, désorientation dans le temps. D'accord ? Eh bien, nous sommes dans une société désorientée dans le temps. On n'a jamais vécu aussi longtemps, on n'a jamais autant manqué de temps. Et puis on pourrait prendre désorienté dans le temps, désorienté dans l'espace. Nos petits-enfants ne savent pas, ils savent très bien utiliser un GPS, mais ils ne savent pas si Lyon est au nord de Paris ou à l'ouest de Nantes. D'accord ? Nous-mêmes, à force de ne plus regarder une carte, nous-mêmes, il nous arrive des orientations dans l'espace. Société amnésique. Amnésie. Société amnésique. Si nous n'étions pas dans une société amnésique,
Je pense vraiment que nos contemporains n'auraient pas voté comme ils ont voté aux dernières présidentielles. Mais pas que ça. Dans un IFSI, il y a quelque temps, IFSI, Institut de formation de soins infirmiers, j'évoque des questions comme celle-là, et alors je voyais les étudiants, bon, je sentais qu'ils n'adhéraient pas. Alors je leur dis, allez, on fait un test. Chute du mur de Berlin. D'accord ? Voilà. Et il y en a un qui dit, je sais pas, 1947 ? Oh la vache. Voilà. D'accord ? Alors je lui dis, attendez, je leur dis, non, c'est en 1947, il était en pleine construction, donc alors je leur dis, attendez, je vais vous donner un indice. Rostropovitch. C'est quoi? Rostropovitch. C'est quoi ça? D'accord. Bon. Alors, je dis, attendez, je vous donne un deuxième indice. Les Pink Floyd. Oh. Ils sont morts, les Pink Floyd. D'accord. Voilà. Le cri dans Vous la voyez, salle. société amnésique. Mais vous pouvez faire la même chose avec le massacre des Tutsis, Hutus, etc. Vous pouvez faire la même chose avec la guerre d'Algérie. D'accord? Amnésie. C'était des événements, Oui, bien sûr. D'accord? À l'époque, Vous voyez. maintenant, c'est quand même reconnu. Donc, et puis, alors, bon, société amnésique, trouble de la relation, trouble de l'identité, trouble de la relation. Voilà. Donc, je me suis amusé à essayer de transposer les choses. Je trouve que ça ne... Alors, certainement pas pour dire c'était mieux avant, parce que ça ne sert pas à grand-chose de rentrer dans ce genre de raisonnement, et puis c'était mieux avant sur certains registres, mais sur beaucoup d'autres, non, c'était pas mieux avant, c'est pas ça, mais nous avons trop appris à nous contenter du moindre mal. Hein, et c'est Hannah Arendt qui nous disait, en politique, nous avons à comprendre que le moindre mal, c'est encore du mal. Voilà.